Bonsoir à tous et bienvenue sur D8. Je suis ravie d'être avec vous pour une nouvelle émission ensemble sur ce canapé que vous appréciez tant. C'est Voyage au bout de la nuit, c'est pour vous. Et ce soir, eh bien, je passe la soirée entre filles. Alors j'imagine qu'il y a des spectateurs assidus, mais j'ai décidé de passer la soirée avec Madame de Staël puisque je commence pour vous la lecture de son roman Corinne ou l'Italie. Alors quelques mots peut-être sur cet auteur avant de commencer. Eh bien, son vrai nom est Anne-Louise Germaine Necker, qui a épousé un baron, qui devient donc baronne de Staël-Holstein, connue davantage sous le nom de Madame de Staël. Donc elle est morte à Paris, née également à Paris. Elle s'est éteinte le 14 juillet 1817 et c'est une romancière et essayiste française d'origine suisse. Sachez qu'elle est issue d'une famille de protestants genevois richissimes et donc elle a eu l'occasion durant son enfance de fréquenter un milieu d'intellectuels qui fréquentent tout simplement le salon de sa maman. Parmi eux, il y a Buffon, Grimm ou encore Marmontel. Et c'est avec Corinne ou l'Italie que nous la connaissons un peu plus ce soir. Alors sachez que ce roman est cosmopolite puisqu'il évoque à la fois la France, l'Angleterre et l'Italie à l'aube du romantisme. Et Corinne, eh bien, c'est l'histoire d'une poétesse qui inaugure le débat sur la condition féminine, le droit qu'a une femme d'être indépendante et d'exister en tant qu'écrivain. Alors, peut-être que vous auriez déjà fait le rapprochement, mais en fait, Corinne, c'est bel et bien Madame de Staël elle-même. Je cite Stendhal qui dit et qui évoque une femme... C'est-à-dire que c'est la femme la plus extraordinaire qu'on ne vit jamais. Ce sont les propos de Stendhal. Et puis il y a aussi Napoléon qui en dit long sur cette femme du 19e, puisqu'il dit « Il faut bien reconnaître après tout que c'est une femme de très grand talent qui restera ». La preuve ce soir, puisque c'est 2 siècles plus tard que nous lisons Madame de Staël sur D8, avec donc Corinne ou l'Italie. J'entame le livre premier. N'hésitez pas à réagir avec moi. #VBN. Oswald, chapitre 1er. Oswald Lord Nelville, père d'Écosse, partit d'Édimbourg pour se rendre en Italie pendant l'hiver de 1794 à 1795. Il avait une figure noble et belle, beaucoup d'esprit, un grand nom, une fortune indépendante, mais sa santé était altérée par un profond sentiment de peine. Et les médecins, craignant que sa poitrine ne fût attaquée, lui avaient ordonné l'air du midi. Il suivit leurs conseils, bien qu'il mît peu d'intérêt à la conservation de ses jours. Il espérait du moins trouver quelques distractions dans la diversité des objets qu'il allait voir. La plus intime de toutes les douleurs, la perte d'un père, était la cause de sa maladie. Des circonstances cruelles, des remords inspirés par des scrupules délicats, aigrissaient encore ses regrets et l'imagination y mêlait ses fantômes. Quand on souffre, on se persuade aisément que l'on est coupable. Et les violents chagrins portent le trouble jusque dans la conscience. À 25 ans, il était découragé de la vie. Son esprit jugeait tout d'avance et sa sensibilité blessée ne goûtait plus les illusions du cœur. Personne ne se montrait plus que lui, complaisant et dévoué pour ses amis, quand il pouvait leur rendre service. Mais rien ne lui causait un sentiment de plaisir, pas même le bien qu'il faisait. Il sacrifiait sans cesse et facilement ses goûts à ceux d'autrui. Mais on ne pouvait expliquer par la générosité seule cette abnégation absolue de tout égoïsme. Et l'on devait souvent l'attribuer au genre de tristesse qui ne lui permettait plus de s'intéresser à son propre sort. Les indifférents jouissaient de ce caractère et le trouvaient plein de grâce et de charme. Mais quand on l'aimait, on sentait qu'il s'occupait du bonheur des autres, comme un homme qui n'en espérait pas pour lui-même. Et l'on était presque affligé de ce bonheur qu'il donnait sans qu'on pût le lui rendre. Il avait cependant un caractère mobile, sensible et passionné.
Il réunissait tout ce qui peut entraîner les autres et soi-même. Mais le malheur et le repentir l'avaient rendu timide envers la destinée. Il croyait la désarmer en n'exigeant rien d'elle. Il espérait trouver dans le strict attachement à tous ses devoirs et dans le renoncement aux jouissances vives une garantie contre les peines qui déchirent l'âme. Ce qu'il avait éprouvé lui faisait peur. Rien ne lui paraissait valoir dans ce monde la chance de ses peines. Mais quand on est capable de les ressentir, quel est le genre de vie qui peut en mettre à l'abri? Lord Nelvil se flattait de quitter l'Écosse sans regret. Puisqu'il est resté sans plaisir, mais ce n'est pas ainsi qu'est fait la funeste imagination de mes âmes sensibles, il ne se doutait pas des liens qui l'attachaient au lieu qui lui faisait le plus de mal, à l'habitation de son père. Il y avait dans cette habitation des chambres, des places dont il ne pouvait approcher sans frémir, et cependant, quand il se résolut à s'en éloigner, il se sentait plus seul encore. Quelque chose d'aride s'empara de son cœur. Il n'était plus le maître de verser des larmes quand il souffrait. Il ne pouvait plus faire renaître ces petites circonstances locales qui l'attendrissaient profondément. Ses souvenirs n'avaient plus rien de vivant. Il n'était plus en relation avec les objets qui l'environnaient. Il ne pensait pas moins à celui qu'il regrettait. Mais il parvenait plus difficilement à se retracer sa présence. Quelquefois aussi, il se reprochait d'abandonner des lieux où son père avait vécu. Qui sait, se disait-il, si les ombres des morts peuvent suivre partout les objets de leur affection. Peut-être ne leur est-il permis d'errer qu'autour des lieux où leurs cendres reposent. Peut-être que dans ce moment, mon père aussi me regrette. Mais la force lui manque pour me rappeler de si loin. Hélas, quand il vivait, un concours d'événements inouïs n'a-t-il pas dû lui persuader que j'avais trahi sa tendresse, que j'étais rebelle à ma patrie, à la volonté paternelle, à tout ce qu'il y a de sacré sur la terre? Ces souvenirs causaient à Lord Nelvil une douleur si insupportable que non seulement il n'aurait pu lui confier à personne, mais il craignait lui-même de les approfondir. Il est si facile de se faire, avec ses propres réflexions, un mal irréparable. Il en coûte davantage pour quitter sa patrie quand il faut traverser la mer pour s'en éloigner. Tout est solennel dans un voyage, dont l'océan marque les premiers pas. Il semble qu'un abîme s'entr'ouvre derrière vous et que le retour pourrait devenir à jamais impossible. D'ailleurs, le spectacle de la mer fait toujours une impression profonde. Elle est l'image de cet infini qui attire sans cesse la pensée et dans lequel sans cesse elle va se perdre. Oswald, appuyé sur le gouvernail et les regards fixés sur les vagues, était calme en apparence. Car sa fierté et sa timidité réunies ne lui permettaient presque jamais de montrer, même à ses amis, ce qu'il éprouvait. Mais des sentiments pénibles l'agitaient intérieurement. Il se rappelait le temps où le spectacle de la mer animait sa jeunesse par le désir de fendre les flots à la nage, de mesurer sa force contre elle. Pourquoi, se disait-il avec un regret amer, pourquoi me livrer sans relâche à la réflexion? Il y a tant de plaisir dans la vie active, dans ces exercices violents qui nous font sentir l'énergie de l'existence. La mort elle-même alors ne semble qu'un événement peut-être glorieux, subi au moins, et que le déclin n'a point précédé. Mais cette mort qui vient sans que le courage l'ait cherchée, cette mort des ténèbres qui vous enlève dans la nuit ce que vous avez de plus cher, qui méprise vos regrets, repousse votre bras et vous oppose sans pitié les éternelles lois du temps et de la nature, cette mort inspire une sorte de mépris pour la destinée humaine, pour l'impuissance de la douleur, pour tous les vains efforts qui vont se briser contre la nécessité. Tels étaient les sentiments qui tourmentaient Oswald. Et ce qui caractérisait le malheur de sa situation, c'était la vivacité de la jeunesse unie
aux pensées d'un autre âge. Il s'identifiait avec les idées qui avaient dû occuper son père dans les derniers temps de sa vie. Et il portait l'ardeur de 25 ans dans les réflexions mélancoliques de la vieillesse. Il était lassé de tout et regrettait cependant le bonheur, comme si les illusions lui étaient restées. Ce contraste entièrement opposé aux volontés de la nature qui met de l'ensemble et de la gradation dans le cours naturel des choses, jetait du désordre au fond de l'âme d'Oswald. Mais ses manières extérieures avaient toujours beaucoup de douceur et d'harmonie, et sa tristesse, loin de lui donner de l'humeur, lui inspirait encore plus de condescendance et de bonté pour les autres. 2 ou 3 fois, dans le passage de Harwich à Emden, la mer menaça d'être orageuse. Lord Nelvil conseillait les matelots, rassurait les passagers, et quand il servait lui-même à la manœuvre, quand il prenait pour un moment la place du pilote, il y avait dans tout ce qu'il faisait une adresse et une force qui ne devaient pas être considérées comme le simple effet de la souplesse et de l'agilité du corps, car l'âme se mêle à tout. Quand il fallut se séparer, tout l'équipage se pressait autour d'Oswald pour prendre congé de lui. Ils le remerciaient tous de 1000 petits services qu'il leur avait rendus dans la traversée et dont il ne se souvenait plus. Une fois, c'était un enfant dont il s'était occupé longtemps. Plus souvent, un vieillard dont il avait soutenu les pas quand le vent agitait le vaisseau. Une telle absence de personnalité ne s'était peut-être jamais rencontrée. Sa journée se passait sans qu'il en prît aucun moment pour lui-même. Il l'abandonnait aux autres par mélancolie et par bienveillance. En le quittant, les matelots lui dirent tous presque en même temps « Mon cher Seigneur, puissiez-vous être plus heureux ?» Oswald n'avait pas exprimé cependant une seule fois sa peine. Et les hommes d'une autre classe, qui avaient fait le trajet avec lui, ne lui en avaient pas dit un mot. Mais les gens du peuple, à qui leurs supérieurs se confient rarement, s'habituent à découvrir les sentiments autrement que par la parole. Ils vous plaignent quand vous souffrez, quoiqu'ils ignorent la cause de vos chagrins, et leur pitié spontanée est sans mélange de blâme ou de conseils. Chapitre 2. Voyager est, quoi qu'on en puisse dire, un des plus tristes plaisirs de la vie. Lorsque vous vous trouvez bien dans quelque ville étrangère, c'est que vous commencez à vous y faire une patrie. Mais vous traversez des pays inconnus, entendre parler un langage que vous comprenez à peine, voir des visages humains sans relation avec votre passé ni avec votre avenir, c'est de la solitude et de l'isolement sans repos et sans dignité. Car cet empressement, cette hâte pour arriver là où personne ne vous attend, cette agitation dont la curiosité est la seule cause, vous inspire peu d'estime pour vous-même, jusqu'au moment où les objets nouveaux deviennent un peu anciens et créent autour de vous quelques doux liens de sentiments et d'habitude. Oswald éprouva donc un redoublement de tristesse en traversant l'Allemagne pour se rendre en Italie. Il fallait alors, à cause de la guerre, éviter la France et les environs de la France. Il fallait aussi s'éloigner des armées qui rendaient les routes impraticables. Cette nécessité de s'occuper des détails matériels du voyage, de prendre chaque jour et presque à chaque instant une résolution nouvelle, était tout à fait insupportable à Lord Nelvil. Sa santé, loin de s'améliorer, l'obligeait souvent à s'arrêter lorsqu'il eût voulu se hâter d'arriver ou du moins de partir. Il crachait le sang et se soignait le moins qu'il était possible, car il se croyait coupable et s'accusait lui-même avec une trop grande sévérité. Il ne voulait vivre encore que pour défendre son pays. La patrie, se disait-il, n'a-t-elle pas sur nous quelque droit paternel ? Mais il faut pouvoir la servir utilement. Il ne faut pas lui offrir l'existence débile que je traîne, allant demander au soleil quelques principes de vie pour lutter contre mes maux. Il n'y a qu'un père qui vous recevrait dans un tel état
et vous aimerez d'autant plus que vous seriez plus délaissé par la nature ou par le sort. Lord Nelvil s'était flatté que la variété continuelle des objets extérieurs détournerait un peu son imagination de ses idées habituelles. Mais il fut bien loin d'en éprouver d'abord cet heureux effet. Il faut, après un grand malheur, se familiariser de nouveau avec tout ce qui vous entoure. S'accoutumer au visage que l'on revoit, à la maison où l'on demeure, aux habitudes journalières qu'on doit reprendre. Chacun de ces efforts est une secousse pénible et rien ne les multiplie comme un voyage. Le seul plaisir de Lord Nelvil était de parcourir les montagnes du Tyrol sur un cheval écossais qu'il avait emmené avec lui et qui, comme les chevaux de ce pays, galopait en gravissant les hauteurs. Il s'écartait de la grande route pour passer par les sentiers les plus escarpés. Les paysans, étonnés, s'écriaient d'abord avec effroi, en le voyant ainsi sur le bord des abîmes. Puis ils battaient des mains, en admirant son adresse, son agilité, son courage. Oswald aimait assez l'émotion du danger. Elle soulève le poids de la douleur, elle réconcilie un moment avec cette vie qu'on a reconquise et qu'il est si facile de perdre. Chapitre 3. Dans la ville d'Innsbruck, avant d'entrer en Italie, Oswald entendit raconter à un négociant, chez lequel il s'était arrêté quelque temps, l'histoire d'un émigré français appelé le comte d'Herfeuil, qui l'intéressa beaucoup en sa faveur. Cet homme avait supporté la perte entière d'une très grande fortune avec une sérénité parfaite. Il avait vécu et fait vivre par son talent pour la musique un vieil oncle qu'il avait soigné jusqu'à sa mort. Il s'était constamment refusé à recevoir les services d'argent qu'on s'était empressé de lui offrir. Il avait montré la plus brillante valeur, la valeur française pendant la guerre, et la gaieté la plus inaltérable au milieu des revers. Il désirait d'aller à Rome pour y retrouver un de ses parents dont il devait hériter et souhaitait un compagnon, ou plutôt un ami, pour faire avec lui le voyage plus agréablement. Les souvenirs les plus douloureux de Lord Nelvil étaient attachés à la France. Néanmoins, il était exempt des préjugés qui séparent les deux nations parce qu'il avait eu pour ami intime un Français et qu'il avait trouvé dans cet ami la plus admirable réunion de toutes les qualités de l'âme. Il offrit donc au négociant, qui lui raconta l'histoire du comte d'Herfeuil de conduire en Italie, ce noble et malheureux jeune homme. Le négociant vint annoncer à Lord Nelvil, au bout d'une heure, que sa proposition était acceptée, avec reconnaissance. Oswald était heureux de rendre ce service, mais il lui en coûtait beaucoup de renoncer à la solitude. Et sa timidité souffrait de se trouver tout à coup dans une relation habituelle avec un homme qu'il ne connaissait pas. Le comte d'Herfeuil vint faire visite à Lord Nelvil pour le remercier. Il avait des manières élégantes, une politesse facile et de bon goût. Et dès l'abord, il se montrait parfaitement à son aise. On s'étonnait en le voyant de tout ce qu'il avait souffert, car il supportait son sort avec un courage qui allait jusqu'à l'oubli. Et il avait dans sa conversation une légèreté, mais vraiment admirable, quand il parlait de ses propres revers, mais moins admirable, il faut en convenir, quand elle s'étendait à d'autres sujets. « Je vous ai beaucoup d'obligations, milord, dit le comte d'Herfeuil, de me retirer de cette Allemagne où je m'ennuyais à périr. »« Vous y êtes cependant, répondit Lord Nelvil, généralement aimé et considéré. J'y ai des amis, reprit le comte d'Herfeuil, que je regrette sincèrement, car dans ce pays-ci, l'on ne rencontre que les meilleurs gens du monde. Mais je ne sais pas un mot d'allemand et vous conviendrez que ce serait un peu long et un peu fatigant pour moi de l'apprendre. Depuis que j'ai eu le malheur de perdre mon oncle, je ne sais que faire de mon temps. Quand il fallait m'occuper de lui, cela remplissait ma journée.
À présent, les 24 heures me pèsent beaucoup. La délicatesse avec laquelle vous vous êtes conduit pour monsieur votre oncle, dit Lord Nelvil, inspire pour vous, monsieur le comte, la plus profonde estime. Je n'ai fait que mon devoir, reprit le comte d'Herfeuil. Le pauvre homme m'avait comblé de bien pendant mon enfance. Je ne l'aurais jamais quitté. Eût-il vécu 100 ans. Mais c'est heureux pour lui d'être mort. Ce le serait aussi pour moi, ajouta-t-il en riant, car je n'ai pas grand espoir dans ce monde. J'ai fait de mon mieux à la guerre pour être tué, mais puisque le sort m'a épargné, il faut vivre aussi bien qu'on le peut. Je me féliciterai de mon arrivée ici, répondit Lord Nelvil, si vous vous trouvez bien à Rome et si... Oh mon Dieu, interrompit le comte d'Herfeuil. Je me trouverai bien partout, quand on est jeune et gai, mais tout s'arrange. Ce ne sont pas les livres ni la méditation qui m'ont acquis la philosophie que j'ai, mais l'habitude du monde et des malheurs. Et vous voyez bien, milord, que j'ai raison de compter sur le hasard, puisqu'il m'a procuré l'occasion de voyager avec vous. En achevant ces mots, le comte d'Herfeuil salua Lord Nelvil de la meilleure grâce du monde, convint de l'heure du départ pour le jour suivant et s'en alla. Le comte d'Herfeuil et Lord Nelvil partirent le lendemain. Oswald, après les premières phases de politesse, fut plusieurs heures sans dire un mot. Mais voyant que ce silence fatiguait son compagnon, il lui demanda s'il se faisait plaisir d'aller en Italie. « Mon Dieu !» répondit le comte d'Herfeuil. « Je sais ce qu'il faut croire de ce pays-là. Je ne m'attends pas du tout à m'y amuser. » Un de mes amis, qui y a passé 6 mois, m'a dit qu'il n'y avait pas de province de France où il y eût un meilleur théâtre et une société plus agréable qu'à Rome. Mais dans cette ancienne capitale du monde, je trouverai sûrement quelques Français avec qui causer, et c'est tout ce que je désire. « Vous n'avez pas été tenté d'apprendre l'italien ?» interrompit Oswald. « Non, du tout, » reprit le comte d'Herfeuil. « Cela n'entrait pas dans le plan de mes études. » Et il prit, en disant cela, un air si sérieux qu'on aurait pu croire que c'était une résolution fondée sur de graves motifs. « Si vous voulez que je vous le dise, continua le comte d'Herfeuil, je n'aime en fait de nation que les Anglais et les Français. Il faut être fier comme eux ou brillant comme nous. Tout le reste n'est que de l'imitation. » Oswald se tut. Le comte d'Herfeuil, quelques moments après, recommença l'entretien par des traits d'esprit et de gaieté fort aimables. C'est ainsi que se termine notre première partie de lecture avec le livre premier Oswald, extrait de Corinne ou l'Italie de Madame de Staël, puisque nous passons la soirée entre filles ce soir. Alors merci d'avoir été avec moi. Merci à l'équipe technique de Voyage au bout de la nuit. Quant à vous, je vous invite à me rejoindre sur mon blog si vous le souhaitez, somethingaboutvictoria.com, pour suivre toute mon actualité artistique. Et puis on parle de bien d'autres choses, vous allez voir. Et puis pour réagir sur cette émission, c'est le hashtag VBN sur Twitter et Facebook. On attend vos réactions, vos impressions et pourquoi pas une idée de prochaine lecture. Je lirai tous vos messages, c'est promis. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une très belle fin de nuit et une belle journée sur D8. À bientôt.